STRL TV est en compagnie aujourd'hui de Philippe-Michel Cresbauer, membre du MoDem et député de la 5e circonscription du Var depuis juin 2017. Bonjour Philippe-Michel Cresbauer. Bonjour. Alors pour les personnes qui vous connaissent mal, il est bon de rappeler que vous avez commencé votre carrière politique en 1995. Oui, au moins en tant qu'élu en 1995, parce que j'étais militant longtemps avant. J'ai même commencé en 1987, ici à Fréjus, en adhérant au Parti républicain de François Léotard et en devenant militant. Et j'ai gravi les échelons, puis j'étais devenu délégué général de ce mouvement de jeunes, donc au niveau national, c'était en 1991. Mais mon premier mandat électif, c'est en 1995, où j'ai été élu conseiller municipal de Trans-en-Provence, qui est mon village dans lequel j'ai grandi. Je suis né à Draguignan et Trans est aux portes de Draguignan. Et j'ai été élu sur la liste de Jean-Pierre Porteret, qui était un maire UDF. Et en même temps, ou quelques mois après, 2-3 mois après, je suis devenu assistant parlementaire de circonscription de François Léotard. Donc c'était deux actes qui ont fondé, comme vous dites, la carrière politique. Voilà. Et puis ensuite directeur de cabinet des Librins. Et directeur de cabinet des Librins en 1998. En fait, 15 septembre 1997, François Léotard laisse la mairie de Fréjus à Librins. Ça devait se faire plutôt en fait fin août, mais vous vous souvenez tous de ce terrible accident qui a coûté la vie à Lady Diana fin août 1997. Et donc l'opération avait été reportée à cause de ça, parce que l'attention de tout le monde était sur ce drame. Et donc lorsque Élie Brun est devenu maire de Fréjus, et ça faisait donc 2 ans que je travaillais aux côtés de lui, et je le suivais, et on allait faire des réunions chez les maires du Var, puisqu'il était vice-président à la région, et qu'on obtenait beaucoup de subventions avec ça. Donc on s'entendait bien. Brun c'est un juriste d'affaires, moi j'étais un clerc notaire aux affaires, donc c'était parfait. C'était vraiment deux esprits factuels qui s'entendaient à merveille. Quelqu'un d'hyper énergique, même des fois punchy, comme l'avocat qu'il était, et moi qui étais le tempérament d'un notaire, donc beaucoup plus hédrodonné, secondaire, capable de ouater les choses, et donc ça faisait un bon match en double. Et donc du coup il m'a proposé de devenir directeur de cabinet. J'ai commencé par faire sa campagne des cantonales, parce que de septembre 97 à mars 98, on a fait sa campagne des élections cantonales qui l'ont amené au poste de vice-président du conseil départemental, à l'époque ça s'appelait conseil général, et au lendemain de cette campagne, j'ai intégré la mairie en tant que chef de cabinet, voilà, pendant plus de 10 ans. D'abord, il y a une réponse à ce que j'y voyais minot, quand je rêvais de ça. Comme je vous l'ai dit, je fais partie de cette génération qui a eu 20 ans en 89, lorsque le mur de Berlin est tombé. Ça veut dire que l'adolescence, ou même minot, c'était la guerre froide. C'était la politique très sérieuse, avec des gens, vous voyez, des Brejnev, des Khrouchtchev ou d'autres personnes comme ça à la télé, ça rigolait pas. C'était pas des amuseurs de foule. Et on était dans une tension maximale, et donc il y avait une gravité autour de la politique que j'avais découverte localement grâce à François Léotard. Les images que je voyais à la télé, un jour j'ai découvert que c'était aussi près de chez moi. Et c'est ce qui m'a donné envie de me battre, de m'engager, parce que à travers ce que je voyais dans le débat national, il y avait des causes que j'estimais être les miennes. Et l'homme qui les incarnait, il se trouve qu'il était près de chez moi. Et depuis que je suis dedans, j'ai fait des tentatives de m'en extirper à plusieurs reprises. Mais la réalité, c'est que quand on fait la balance entre le nombre de choses bien que l'on a fait, le nombre de choses mal ou l'on a faites ou auxquelles on a participé, où on est complice d'une mauvaise décision, d'un mauvais choix, la balance, elle reste positive. Et je vois aujourd'hui que je peux encore me battre sur des choses qui sont fondamentales, qui répondent à des convictions ou des convictions partagées avec des concitoyens qui en attendent beaucoup, qui viennent vous voir pour des causes, qui vous demandent de les aider dans leurs causes. Ça peut être des organisations professionnelles, ça peut être des associations, ça peut être des personnes qui vivent une injustice et qui vous demandent d'essayer d'y remédier. Et quand le soir je me couche crevé, des journées comme aujourd'hui où je passe près de 6 heures porte à porte dans le train et où je suis cramé,
Première pièce que vous avez fait aujourd'hui. Cramé. Ben, j'ai raté mon train. D'abord, je me suis levé à 5h30 pour rien, puis j'ai raté mon premier train parce que je me suis presque endormi devant mon café en me disant mais j'ai le temps, mais à un moment donné j'ai réalisé que je me trompais dans mes deux horaires et donc du coup il a fallu que je cours après un deuxième train, ce qui m'a fait arriver très tardivement auprès des maires de la CAVEM et avec qui on s'est réunis pour parler de la future organisation et du futur fonctionnement de la CAVEM avec une répartition équitable de toutes les communes ou même celles qui ne sont pas dans la majorité de ceux qui vont en prendre la possession seront représentés. Le reproche qu'on fait aux CAVEM, aux agglomérations, c'est qu'elles échappent à l'élection des citoyens. Les citoyens élisent leur maire et leur équipe municipale et après il y a un autre match qui se fait à la CAVEM dans lequel les citoyens sont écartés. Et quand quelqu'un est écarté pour des questions politiques, c'est toute sa commune, tous ses communaux qui en pâtissent. Et cette répartition des choses, on en avait beaucoup parlé avec Frédéric Masquelier et avec David Rachine pendant la crise, où on s'est quand même beaucoup parlé pour gérer des tas de choses au quotidien, des actions courantes liées à la crise et au confinement. Et bien aujourd'hui, j'étais avec eux avant d'arriver auprès de vous. Et donc du coup, ce soir, je serai complètement en bout de course, mais je sais, je suis rincé, je tire dans les ressources. Et il m'est arrivé une fois dans ma vie, il n'y a pas si longtemps, d'appeler SOS médecin parce que l'adrénaline me donnait des moments de survie et vous savez comment ça se passe, ça crée des variations dans le palpitant. Et je sais que demain, quand je vais me lever, je vais sauter à pieds joints au pied de mon lit en me disant allez, tu retournes au combat. Et c'est un nouveau combat, chaque jour est en un et pour l'instant, j'envisage pas de l'arrêter, quoi. Ce qui me déplaît, c'est ce qui fait mon engagement. Je suis un démocrate. Je suis pour que les décisions soient prises dans la collégialité et que la majorité des gens qui s'expriment l'emportent et que la minorité l'accepte. C'est le principe de la démocratie. Que ce soit dans mon groupe politique ou dans la majorité à laquelle j'appartiens, il y a des moments, des décisions qui sont prises qui ne me conviennent pas forcément. Mais comme je suis un démocrate et que je veux que tout le monde respecte ces règles de démocratie, à partir du moment où on est 10, il y en a 8 qui veulent quelque chose et que moi je fais partie des 2 qui ne veulent pas, eh bien c'est un mauvais moment à vivre. Mais je le vis dans ce paradoxe. Je suis heureux qu'on puisse continuer à échanger et essayer de faire évoluer les choses parce qu'on respecte la décision du nombre. Et c'est ça qui fait qu'à des moments c'est très douloureux, ou quand vous portez un projet par exemple tout simple, qui me caractérise. Il m'avait caractérisé quand j'étais directeur de cabinet de la ville de Fréjus, et qui est une promesse que j'avais concrétisée immédiatement devant mon député, c'est de déposer ma loi visant à mettre fin aux corridas en France. Mairie de Fréjus, j'étais directeur de cabinet, je gérais pour le maire avec les équipes du club Ricard Thorin, les subventions, l'organisation des corridas, la distribution des places pour la mairie, alors que j'avais une aversion pour cette pratique. Je le faisais parce que c'est les fonctions, et qu'en fonction, on ne fait pas toujours des choses qui se plaisent, mais on les fait, c'est ça être professionnel. Mais j'avais toujours milité auprès du maire pour lui dire mais arrête avec ça, arrête avec ça. Ce qu'il a fait grâce aux travaux dans les arènes un jour. Mais j'avais promis que le jour où je serais député, je déposerai une loi visant à interdire les corridas en France. Sans culpabiliser, sans me retourner vers ceux qui aimaient. Je dis juste que ça ne correspond plus à notre époque. Je comprends que c'était une culture, je comprends que des gens aient pu l'aimer à un moment donné. Je voudrais même leur donner les moyens de pouvoir faire vivre des expositions, en parler, faire vivre des tas d'arts picturaux ou photographiques qui ont pu exister avec ça, mais plus de mise à mort des taureaux dans les arènes. On a fait faire un sondage, et c'est la fondation Brigitte Bardot qui l'a fait. 88% des Français sont eux aussi opposés ou veulent en finir avec la corrida. Donc ça fait une grande majorité, 88%. Et pourtant, on n'arrive toujours pas à passer. On n'arrive toujours pas à passer. Et au Parlement, peu de députés ont co-signé ma proposition de loi. Beaucoup de ceux qui aujourd'hui se disent écologistes, quand je les vois en disant c'est bien, tu vas pouvoir venir signer mon papier, alors hop, non, piscine ou poney. C'est frustrant. Mais la réalité, c'est là le cœur de la démocratie. Pourquoi ? Parce que moi, je dois accepter qu'ils ne veuillent pas signer.
je dois accepter que c'est une bataille dure et ça la rendra d'autant plus belle le jour où on arrivera et qu'on aura mis tous les noms sur cette feuille et que tout le monde aura accepté que bon bah il faut arrêter aujourd'hui, on peut faire des spectacles mais emmener voir des enfants ou des gens pour une mise à mort d'un animal avec un nombre d'hommes autour qui s'en délectent et s'en amusent, ça a quelque chose de devenu intemporel. Ma démarche, il y a vraiment un plan d'accompagnement. C'est-à-dire faire en sorte que les éleveurs puissent continuer à élever leurs animaux qui vont vivre ou mourir de leurs affrontements entre eux, mais plus dans l'arène, que ceux qui en vivaient, attention, ceux qui vivaient, pour l'avoir vu à Fréjus, ils ne vivaient que de la subvention publique et parfois détournée. Je pèse mes mots, je l'assume, je suis prêt à revenir dessus si quelqu'un le souhaite. Je ne suis pas contre qu'on fasse un plan pour accompagner cette transition et le fait qu'à un moment donné, je ne veux pas mettre sur la paille ceux qui en vivent. Voilà. Non mais c'est la réalité, soyons pragmatiques. Je ne veux pas les tuer, je veux pas les culpabiliser non plus. Et c'est pour ça que je dis on peut faire un accompagnement, et même financier, pour protéger les élevages de taureaux, pour faire en sorte que ceux qui avaient un retour sur un investissement puissent avoir justement la capacité d'avoir une transition ou une protection d'une partie de leur activité qui pourrait l'être, à travers faire vivre le souvenir de cette culture. Mais aujourd'hui, je voudrais en terminer. Et c'est la même démarche que l'on doit avoir pour tous les dossiers. Quand on décide de passer de quelque chose du noir au blanc, à un moment donné, on doit tenir compte de ceux auxquels on va provoquer un dommage. Et ça, moi je l'ai chaque fois dans toutes mes démarches. C'est l'anticipation, et puis c'est aussi le respect que les autres peuvent vivre différemment que nous, penser différemment que nous, et l'accepter. Et c'est ce qui fait la beauté du mandat. C'est un engagement, donc d'abord, de tous les jours. C'est une journée qui commence pour moi à 7h du matin et qui s'achève en gros vers 23h ou 24h, qui reprend dans la nuit, parce qu'il y a un moment où ce que vous avez fait dans la journée vous réveille, puis vous replonge dans le sommeil un peu tard, donc c'est difficile pour moi. Les votes ont eu lieu. Et la réalité, c'est que ça se partage en deux phases. Une phase à l'Assemblée, et là on siège jusqu'à minuit, commençant à 9h le matin jusqu'à minuit, et avec des commissions et des réunions entre-temps qui font qu'on est extrêmement pris, mais dans un environnement extrêmement bouillonnant d'idées, d'expertise, de spécificité, de cerveaux extrêmement brillants, entre ceux des administrateurs qui viennent nous porter des connaissances et ceux de mes collègues, parce que la réalité, les gens ont une vision complètement erronée peut-être de l'Assemblée nationale. Cette législature a fait entrer des cerveaux brillants. Mon voisin de bureau, c'est Philippe Bertha, qui est député de Uzès. C'est l'un des co-découvreurs du chromosome X. Comme on dit chez nous, c'est pas un idiot, c'est pas la moitié d'un con. Donc la réalité, c'est qu'on a affaire à des cerveaux qui sont bien bâtis, et quand on travaille la bioéthique avec des personnes comme ça, quand vous êtes en réunion et que vous avez préparé vos dossiers et que c'est lui l'animateur de la réunion, ça vous oblige à... C'est comme quand vous êtes en national et que vous allez accueillir Guingamp et qu'on vous prête un stade à côté, vous dites il va falloir que les gars, il va falloir qu'on change de niveau. C'est comme Adil. Et comme par hasard, ça arrive. Voilà, c'est comme Adil quand il était à Fréjus, et puis un jour il est repéré par Gassia, il arrive à Lille, il se retrouve sur le banc de touche, il se retrouve dans un bain qui est extrêmement plus accéléré, et puis un jour on lui fait faire le match, et puis on lui fait faire un deuxième match. Alors d'abord c'est 20 minutes, au début on se dit je rentre que 20 minutes, mais quand on fait 20 minutes à très haut niveau qu'on n'avait pas l'habitude, on se dit heureusement que j'ai fait que 20 minutes. Et moi il m'est arrivé les mêmes choses, je me suis retrouvé plongé dans des bains où c'est tellement élevé, ça va tellement vite et il y en a tellement à emmagasiner que j'ai beaucoup de mal. J'ai eu du mal au début, mais j'en ai toujours aujourd'hui. Et quand vous avez fini avec cette séquence parisienne, je vous dis c'est le train, et vous revenez sur le terrain, et alors là les préoccupations sont différentes. Elles sont plus midi à sa porte, c'est-à-dire des gens voient leurs problèmes et ne voient pas l'imbrication de tous ces sujets, et c'est normal. Et avec des tas de sollicitations, avec une sollicitation en plus, une ambiguïté dans la sollicitation qui est physique, c'est que pendant que je suis avec vous là, à Fréjus, au centre-ville, il y en a d'autres qui ne me voient pas à tel ou tel autre endroit. Et donc les gens vous veulent un peu partout, mais vous ne pouvez pas, parce que vous êtes sur un territoire qui est beau, mais qui est dense,
Roquebrune, Puget, Fréjus, Saint-Raphaël, Bagnols-en-Forêt, les Adrets, le Muy. Ça fait que quand je suis quelque part, je ne peux pas être ailleurs. La circonscription. Et quand c'est le dimanche après-midi que sonne l'heure de reprendre mon train pour remonter, parce que jusqu'à présent je descendais en avion, mais je remontais en train pour faire ma compensation carbone, à cause des délais quand même beaucoup plus courts en avion, mais très coûteux, très coûteux. Moi j'engage des crédits très forts, entre l'avion, les taxis quand je suis à Paris, etc. C'est coûteux. Et par ailleurs, je fais des compensations sur mes autres lignes budgétaires pour à la fin de l'année être toujours en dessous des crédits qu'on m'alloue. Je dois avoir une réserve d'une trentaine de milliers d'euros, c'est qu'en gros je suis en moins 1000-1200 euros par mois par rapport aux crédits qu'on m'alloue, pour toujours compenser. Et la réalité c'est que je vais repartir dimanche après-midi par le train de 16h45, et encore ils l'ont avancé de quelques minutes, parce qu'avant c'était 16h34 ou 39. Et la réalité, c'est que je vais arriver à plus de 22 heures à la gare, le temps de rejoindre l'Assemblée nationale, où je vais aller dormir dans mon bureau. Et j'espère qu'un jour, vous viendrez me voir à l'Assemblée pour voir comment ça se passe le travail. Parce que c'est très intéressant. Ou la vie aussi, la vie dans les couloirs de l'Assemblée, c'est comme un internat. Pour ceux qui habitent loin, ceux qui habitent autour de Paris, ils peuvent y aller. Et ceux qui sont à 2 heures ou 3 heures de train ou de bagnole font l'aller-retour. Mais ceux qui habitent loin, les ultramarins ou moi-même et un certain nombre, on se retrouve dans un bâtiment où on dort dans nos bureaux et où il y a un côté vraiment internat. Permettez-moi d'être trop long sur ça, pas du tout, mais juste pour dire que ça laisse plus de place pour la vie privée. Et c'est le plus dur. Oui, j'avais fait mon service militaire et j'avais une appétence pour cette discipline. Et je l'ai fait à Draguignan, dans l'instruction, groupement d'instruction, dans l'armement petit calibre, et j'étais instructeur à ce niveau-là. Quand je suis arrivé à Fréjus, on m'a confié les affaires militaires et patriotiques, tout de suite. Parce que j'avais le sens du protocole, je connaissais leur histoire, je connaissais les grades, je savais reconnaître, discuter avec ce monde, des anciens comme des combattants actuels, et on m'a tout de suite confié ça. Parce que la ville de Fréjus succédait à François Léotard, qui avait été ministre de la Défense, et il fallait qu'on soit impeccable dans tous nos cérémoniales et dans toutes nos organisations. Donc on m'a confié ça, et pendant 10 ans, je me suis occupé de ça à Fréjus. Résultat des courses, grâce à ça, grâce au nombre de cérémonies que j'ai pu organiser, grâce au fait d'avoir été le co-organisateur civil du grand rassemblement des troupes de marine qui a lieu chaque année à Fréjus, les cérémonies de Bazeille, qui est la grande fête des troupes de marine, parce que le 21e RIMA est le gardien des traditions des troupes de marine, m'a permis pendant 10 ans de connaître toute la galaxie des troupes de marine et de l'armée de terre. Parce que chaque année à Fréjus, les plus hauts gradés de l'armée de terre se retrouvent. Je suis arrivé à Paris, je me suis retrouvé projeté dans un milieu où la plupart de ceux qui sont aujourd'hui étoilés et au commandement, on s'est fréquenté là à la pompe à bière du 21e RIMA. Et on a appris à se connaître. Et quand on s'est connu avec des jeunes capitaines, le chef de corps du 21e RIMA rend le régiment la semaine prochaine, on s'est connu lorsqu'il a fait sa passation de commandement ici, qu'il avait pris sa compagnie en tant que capitaine. Dans les prochains chefs de corps, dans ceux qui arrivent et qui montent en puissance, pareil, il y en a que j'ai connus jeunes lieutenants. Et certains qui ont été chefs de corps se retrouvent généraux très haut placés dans l'organigramme. Donc ce qui fait que quand je suis arrivé à l'Assemblée, il était évident que j'aille dans un endroit où j'étais très à l'aise. Pour mon groupe politique, c'était un atout. Parce que je connaissais le jeu, je connaissais le match, je connaissais mes adversaires. Donc ça nous donnait une avance. Et immédiatement, ceux qui font la répartition des dossiers un peu importants ont vu que j'avais une connaissance sur le monde des anciens combattants qui était sans discussion, et ils m'ont confié donc le rapport budgétaire du monde des anciens combattants. Donc en fait ça a été pour moi une belle consécration, parce que tout ce que j'ai appris pendant 10 ans ici, j'ai fait mes études ici, locales, je suis arrivé comme un poisson dans l'eau au niveau national. Et avec des gens que j'ai connus comme moi, des échelons subalternes avant, et qui eux aujourd'hui sont au maximum. Par exemple, le président de la Fédération du Souvenir Français, la plus grosse association patriotique française, c'est Serge Barcellini. Serge Barcellini, c'était le directeur de cabinet du secrétaire d'État à la Défense
aux anciens combattants, lorsque moi, directeur de cabinet ici, j'organisais des manifestations pour accueillir les secrétaires d'État, faire venir des ambassadeurs au monument dédié à l'armée noire ou d'autres manifestations. Et donc, on avait eu l'occasion de déjà travailler ensemble. Et quand aujourd'hui, je fais mes auditions chaque année pour faire mon rapport, ben, j'ai face à moi quelqu'un qui sait qu'il a en face de lui quelqu'un qu'il a connu minot et qui a appris, qui a gravi aussi ses échelons. Et donc ça facilite notre travail. C'est un avantage dans les deux côtés. C'est un avantage énorme, il y a une question de confiance. C'est la raison aussi pour laquelle, avec la ministre de la Défense, avec tout l'organigramme, tous ceux qui disent, il y a un atout considérable. Et quand à un moment donné, certains se battent dans les nouveaux députés, quand il y a un mercato qui souffre pendant un été pour redistribuer des fonctions gratifiantes qui permet de mettre une ligne président ou vice-président sur une carte de visite. Moi j'ai passé l'été à me battre avec la ministre et avec les gens qui sont autour pour que notre territoire soit bien servi. Et en gros sur les 128 griffons, les 128 premiers griffons que l'on touche, ben, un tiers arrive dans l'Est-Var. C'est-à-dire 22 à Draguignan et 24 à Fréjus. Et les premiers griffons arrivent là, à Fréjus. Et ça n'arrive pas pour rien. Et sur les hélicoptères de combat, on dote hier. Je veux dire, sur à peu près tous les dossiers, le Var a été hyper doté. C'est naturel, parce que le Var est une place militaire et la garnison de Draguignan est une base de défense qui est la plus importante de l'armée de terre, Paris. C'est une assemblée parlementaire otanienne, c'est une délégation dans chaque pays membre de l'OTAN de parlementaires qui vont siéger dans une chambre pour débattre entre eux des sujets qui vont intéresser l'OTAN et qui vont être eux aussi organisés en commission. Notre délégation, c'est 11 députés, comme l'équipe de foot. Il y a une feuille de match, il n'y en a que 11 qui sont envoyés. Je suis heureux d'être sélectionné parmi les 11. Et je me retrouve dans la commission des sciences et technologies, même mieux, je me retrouve rapporteur de la sous-commission des tendances technologiques. C'est quelque chose de passionnant. Pour quelqu'un qui a gardé une âme d'enfant, qui aime les Avengers ou qui aime tout ce qui est de la science-fiction, c'est le rêve. Parce que c'est dans cette commission où on voit les technologies, où on les teste pour savoir celles qui pourraient avoir des répercussions ou des applications futures. Mais futur, ça peut être dans un futur très loin. Par exemple, on travaille sur des tissus imprégnés avec des liquides qui ont la capacité de se solidifier tout de suite en cas de choc, base de glycol, et qui pourraient devenir des gilets pare-balles du futur. C'est-à-dire, c'est une poche liquide, un gilet imprégné, beaucoup plus léger à porter, mais dès le moment où le choc s'opère, il se rigidifie et il protège du projectile. C'est complètement futuriste, mais ça existe. Et ça, c'est la commission qui permet de le voir. Et d'être rapporteur dans cette sous-commission me permet d'être en train, en ce moment, je le présente lundi, de présenter un rapport sur quelque chose qui pourra devenir un problème dans le monde très rapidement ou plus tard. C'est le combat en milieu urbain. Aujourd'hui, 53% de la population vit dans des zones urbaines. En 2050, ça sera 70% de la population. Et dès 2030, on aura 41 mégapoles, c'est-à-dire 41 villes de plus de 10 millions d'habitants. Donc, les centres urbains, les zones urbaines vont devenir les nouveaux théâtres d'opération. Ils peuvent le devenir. On l'a déjà vécu en Syrie, au Yémen, en Ukraine. Et on sait que dans ces zones, quand il y a des combats en milieu urbain, c'est là où on a le plus fort taux de mortalité de civils. 70% des civils morts lors de guerre sont morts dans les combats qui ont eu lieu dans des villes. Ensuite, on va aborder la question du droit qui va en découler, le droit humain, le droit international humanitaire. On est sur un champ de bataille entre deux belligérants, c'est pas pareil que lorsqu'on est dans une cité avec des gens qui y vivent. Ce droit international, on va même l'étudier sur la question, et qui est très présente aujourd'hui dans notre actualité, de l'engagement otanien. L'article 5 de l'OTAN fait en sorte que lorsqu'un des États membres se sent menacé par un belligérant, il peut faire appel à l'OTAN pour dire venez m'aider à riposter face à cette agression. Comment allons-nous réagir le jour où un de nos États membres se sentira attaqué de l'intérieur?
en nous disant j'ai un problème dans une banlieue, c'est un cartel, c'est des trafiquants, ils ont organisé un conflit pour protéger leur trafic, je ne peux plus faire face tout seul, venez m'aider. C'est difficile. Les règles de la République et de la démocratie. Et c'est pour ça que je me battrai en toutes circonstances pour qu'elles restent. Ceux qui aujourd'hui voudraient créer une révolution se trompent. La République permet des choses exceptionnelles. Même beaucoup de gens ironisent sur la vague macroniste et de tous ces jeunes députés qui sont entrés à l'Assemblée nationale. Je trouve qu'ils ont tort. Parce qu'on a plein de députés qui n'auraient jamais pu rentrer avant avec la loi des partis traditionnels. Je le voyais hier, on en parlait. On avait Huguette Tiéna qui prenait la parole, c'est pas hier, c'était mardi, pardon, aux questions gouvernement. C'est une Burkinabé. Elle est élue dans le Tarn ou dans le Lot. C'est un département extrêmement rural. Mais on a enfin, dans un endroit rural, élu une personne issue de l'immigration. On a une autre collègue qui faisait partie de ceux qui s'étaient retrouvés à devoir fuir Madagascar en 2012 lorsque la guerre civile a éclaté. 2012, elle était malgache, elle n'avait jamais quitté le sol malgache. Aujourd'hui, elle est députée. Des gens aussi brillants que Philippe Berta, comme je vous le disais tout à l'heure, de Nîmes, ou Cédric Villani, champion du monde des mathématiques, n'auraient jamais eu leur investiture dans un parti traditionnel. Jamais. Trop brillant pour l'être. Donc aujourd'hui, on a une assemblée. C'est pas sympa pour les anciens alors. Mais c'est pas sympa pour les méthodes des anciens partis. Et je l'assume complètement. Quand on voit comment étaient attribuées les investitures, des gens qui ont une capacité à un moment donné d'être capables d'être complètement indépendants d'esprit et de leur vie aussi, parce qu'ils n'ont pas besoin de leur mandat pour en vivre et qu'ils peuvent tout de suite repartir à leurs activités premières, ça dérangeait dans les partis et on n'avait pas cette diversité. Donc aujourd'hui, on a dans l'Assemblée, dans la politique et dans nos mécanismes, tous les courants politiques qui sont représentés. L'Assemblée, elle va de Mélenchon jusqu'à Marine Le Pen. Elle a 48% de femmes, donc on ne s'était jamais approché aussi près de la parité. On a des jeunes, on a des aînés, M. Brochant est notre doyen, on a des scientifiques, on a des anciens fonctionnaires, mais pas que. On a des gens qui arrivent du privé, alors qu'avant l'Assemblée, elle était assez homogène en termes de parcours politique. Et donc la réalité, c'est que la démocratie et le fonctionnement républicain de nos institutions le permettent. Et j'en veux à ceux qui voudraient le chaos, faire tomber nos institutions. On peut les réviser, on doit les réviser à la marge. S'il faut refaire la décentralisation, s'il faut qu'il y ait moins de sénateurs, moins de députés, plus de proportionnels, moi je suis pour. Mais notre fonctionnement démocratique avec un vote, c'est-à-dire une élection à laquelle on se déplace pour faire ce geste citoyen, c'est très important de le conserver. Alors, puisque vous l'avez légèrement évoqué, vous êtes également dans les questions des pays de l'Europe de l'Est frontalier avec la Russie. Oui. Où vous êtes le seul parlementaire français à siéger au Conseil interparlementaire Ukraine-OTAN appelé unique. Dites-nous en plus. Alors, c'est né de ce Conseil interparlementaire est né de la révolution du Maïdan en 2014, où l'Ukraine est traversée par une révolution entre sa jeunesse qui veut devenir européenne et de vieux dirigeants qui, comme souvent dans ces pays, et pas seulement ces pays, vivent de la corruption à un degré tellement éloigné de ce que nous pouvons connaître. Pour des jeunes femmes, par exemple, savoir que pour obtenir un rendez-vous chez un médecin, il faut le payer en deniers ou de son corps. Encore aujourd'hui en 2020 ? Encore aujourd'hui en 2020. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter. Et quand on rencontre cette jeunesse qui est brillante, une jeunesse magnifique dans ces pays, le moindre jeune que vous croisez qui sort d'université maîtrise 5 langues. Il parle le russe, il parle l'ukrainien ou le polonais, il parle l'allemand, il parle l'anglais, il parle le français, puis des fois l'italien ou l'espagnol, ils sont magiques. Et ils vous regardent avec des yeux qui brillent, parce que l'Europe, ça fait briller les yeux de tous les jeunes dans le monde. Tout le monde a envie de devenir européen. C'est un espace de liberté, de protection, de paix tellement formidable. Et donc, l'OTAN a, en 2014, arrêté une progression des Russes sur le territoire ukrainien.
en Crimée, dans le Donbass. Aujourd'hui, les Russes ont pris possession de la Crimée, qui est un territoire ukrainien, et mènent une guerre aidée par des Ukrainiens séparatistes dans la zone du Donbass. Tous les jours, il y a des tirs d'artillerie et tous les mois, il y a des blessés et des morts. Le passé historique entre la Russie et l'Ukraine est aussi difficile et entremêlé que celui de la France et de l'Italie. Imaginez l'Italie qui va récupérer la Corse, Nice et la Savoie parce que c'était italien. Il y a 200 ans. Qu'il déclenche une opération guerrière, qu'un Salvini dise ben oui c'est normal, c'est à nous, on récupère. Pourrions-nous justifier ça? Non. Pourrions-nous laisser cette guerre frontalière et fratricide entre les Italiens et nous se perpétuer? Non. Donc on est allé créer des organismes pour essayer de ramener la paix dans ces endroits. Une paix militaire de dissuasion, l'OTAN, qui s'est de suite redéployée sur des positions avancées en Pologne et dans la Baltique pour éviter d'autres tentatives d'annexion, et des canaux de discussion. L'OSCE a tout de suite travaillé sur un accord de sécurité et le président Hollande, en marge des commémorations du débarquement de Normandie en 2014, avait provoqué une réunion des chefs d'État et de la chancelière allemande, lui, Poutine, la chancelière allemande et Petro Poroshenko qui était président ukrainien, de manière à signer un accord de paix. Cet accord de paix a été basé sur les travaux faits par l'OSCE et notamment 300 mesures en forme de cahier des charges à mettre en œuvre par l'Ukraine pour arriver à d'abord lutter contre la corruption et mettre en place un système démocratique et autonome dans les régions du Donbass et de la Crimée pour qu'on arrive à une autodétermination. Ce conseil interparlementaire se réunit en moyenne tous les trimestres, physiquement, soit à Bruxelles, soit en Ukraine. Mais la réunion, c'est la semaine prochaine, c'est mardi. Elle se fera par visio comme tout se fait aujourd'hui. Dans nos discussions, nous sommes là, nous, les parlementaires de l'OTAN, à regarder où en sont les parlementaires ukrainiens dans la mise en œuvre de ces mesures qui leur appartiennent de prendre. En gros, aujourd'hui, 80% du travail est fait. Et en échange de cette contrainte dans leur calendrier, dans leur agenda, on assure la paix sur cette zone, où nous tentons de l'assurer. Parce qu'il y a toujours des conflits. Parce que malheureusement, on dit que c'est une guerre froide ou une guerre gelée, mais c'est faux parce qu'il y a des tirs d'artillerie. Et depuis l'apparition de la crise du coronavirus, il y a eu une intensification des tirs et des morts. Donc c'est quand même une situation très difficile. J'ai un gros espoir qu'on arrive un jour à faire un jeu. Et c'est pour ça que je me suis mis dans ce conseil interparlementaire. C'est pour ça que j'ai accepté alors que tous mes camarades ne voulaient pas trop se mouiller parce que quand il y a Poutine en face, vous savez, c'est quelqu'un qui cogne fort. Et la prudence en politique est une des valeurs cardinales de la politique. Moi je suis tellement passionné, j'ai tellement milité auprès de François Léotard pour les droits humains, pour le respect de la démocratie, la lutte contre les tyrannies dans ce monde, que peu importe ce qui m'arrivera, j'ai pas peur aujourd'hui de paraître comme un réfractaire aux initiatives répétées de M. Poutine. Mais je l'affiche, clairement. Je l'affiche en appartenant à ce groupe, avec cet espoir un jour d'arriver avec les Russes, avec tout le monde, de faire une paix où tout le monde pourra vivre ensemble. Et j'ai la chance de pouvoir rencontrer des personnalités extrêmement intéressantes. Là, récemment, c'est avec Poroshenko, qui était le président de l'Ukraine, de pouvoir parler avec lui. Vraiment, pour un minot de Draguignan qui a vécu à Trans et qui a fait ses études dans le coin, d'arriver à ce moment-là, c'est comme quand Adil Rami se retrouve avec Constant, avec Kevin Constant, ils se retrouvent tous les deux faire l'arrière de l'AC Milan. C'est fantastique et on était tous heureux pour eux. Et ils ont vécu des matchs fabuleux. Ils ont affronté tous les meilleurs joueurs de la planète avec le Milan. Bon voilà, la réalité elle est là. On est tous contents de ça.
Moi j'éprouve un peu cette même joie intérieure, je crois, cette même fierté qu'ils ont pu la connaître, Constant et lui, ou Kurosawa, puisque Kurosawa, si, il ne faut pas l'oublier. Et il y en a tant d'autres. Hein. Ah non, mais tant d'autres. Non, mais on est une pépinière, Fréjus, ouais. Là, le Var. Et donc voilà, c'est très important. Et cette mission-là, je la vis avec beaucoup de... Et je rencontre d'abord beaucoup de Français là-bas. C'est très important pour nous, l'Ukraine. Je le disais encore il y a peu de temps, ça nous permet d'équilibrer en termes d'importation de blé, un prix du blé relativement stable, alors que si on ne les avait pas, le prix de notre pain et de nos pâtes flamberait aujourd'hui. Encore plus, regardez, et vous allez comprendre que j'aime bien parler des sujets qui fâchent les gens, mais il faut en parler. C'est le glyphosate. Bon, il y en a plein ici qui me reprochent d'avoir voté pour le glyphosate et d'être dans l'ambiguïté là, puisqu'on avait promis qu'en 3 ans on arrêterait et qu'on arrive à l'échéance de notre terme et qu'on n'est pas capable d'avoir le substitutif pour arrêter. Mais quand je vais voir les maraîchers de la plaine de l'Argent, de la basse vallée de l'Argent, si je leur dis bon les gars on arrête le glyphosate, ils me disent non, on met la clé sous la porte tout de suite. Parce que chaque fois vous avez un champ de salade, un champ de melon, un champ de n'importe quel maraîchage, une fois que la récolte elle est finie, on passe du glyphosate pour le nettoyer et on replante. Quand je vais dans la Meuse, j'étais il y a 15 jours à Verdun, puisque rapporteur du budget des anciens combattants, je suis allé visiter un site parce que j'intègre ça dans mon rapport. J'en profite, je discute avec des maires qui sont des maires ruraux, des petites communes de 70 ou 80 habitants qui vivent avec 2 coudes de bois sur le mandat ou les redevances de 4 ou 5 éoliennes, c'est tout. Mais ce sont tous des agriculteurs, ce sont tous des céréaliers. Et quand je leur dis alors glyphosate ou pas, ils me disent moi si vous me coupez le glyphosate aujourd'hui, c'est 48% de production en moins. On en revenait à ce qu'on disait tout à l'heure. Une décision oui. Que l'on peut vouloir mais qui peut tuer quelqu'un. Une industrie, absolument. Et quelqu'un, une famille. Je veux dire, les conflits qu'on a par exemple avec les laitiers, Lactalis, et mon collègue Richard Ramos du Modem est en pointe sur ce combat agricole. Je veux dire, moi quand je vois les éleveurs laitiers donc avec qui j'ai discuté dans la Meuse, ils se sont fait tuer par le système. Donc la réalité c'est qu'on a fait des normes d'hygiène qui ont favorisé des gros, qui en ont profité pour tuer des petits. Quand on prend une décision, elle peut, et c'est là où vous me disiez tout à l'heure, ce qu'il y a de douloureux dans le mandat de député, dans la démocratie, c'est qu'il y a des moments où on ne peut pas faire ce qu'on voudrait. Parce qu'il y a des lois naturelles qui s'imposent à nous et qui nous font réaliser à un moment donné qu'on n'est pas tout seul et qu'on ne peut pas comme ça, comme le fait Trump en un tweet, décider que les choses vont changer. Je retiens que vous êtes plutôt satisfait de ce que vous avez réalisé depuis le mois de juin 2017, oui. Qu'il n'y a pas beaucoup de regrets. Voilà ce que je retiens un petit peu de notre discussion. Non, c'est vrai. Hein? Non, c'est vrai parce qu'on a fait des tas de réformes dont on ne parle pas beaucoup, mais qui produisent leurs fruits aujourd'hui. Les chiffres du chômage du mois d'avril sont bons. Les chiffres du chômage, malgré la crise, malgré le chômage partiel à cause de Covid, le nombre d'inscrits à Pôle emploi en avril est en baisse continue depuis des mois. Depuis le début de notre mandat, on s'est focalisé sur la question du chômage. On avait cassé le code du travail pour simplifier les procédures. On devait mettre en œuvre là tout de suite la réforme de l'assurance chômage. On a pris des tas de mesures qui portent leurs fruits. Je suis vachement fier de ça. Il y a d'autres choses qu'on a faites où je suis moins fier. Je me dis, on a peut-être fait une bêtise sur les outils que nous avions, etc. Mais globalement, on a pris de bonnes décisions. On a changé le pays. Malheureusement, aujourd'hui, on vit une crise épouvantable. Mais franchement, au mois de mars, on tombait sur des chiffres au niveau de l'économie qui étaient exceptionnels. Ou avec un taux de croissance qui n'était pas plus fort qu'avant, on arrive à créer plus d'emplois grâce à ces facilités. Transformation du code du travail a provoqué 14% de CDI en plus. C'est bien le CDI, c'est un sésame pour des tas de choses. Pour aller passer le permis de conduire, pour pousser les portes d'une agence immobilière et se prendre une location pour un jeune. C'est fantastique, on est tous passés par là. Donc très très content de ce qu'on a fait. Très content. Un regret alors éventuellement puisque... De ne pas en avoir fait plus. Dans le
Dans la même Oui, direction du Code du travail ou dans d'autres domaines? Non, dans d'autres domaines, d'avoir abandonné la réforme de nos institutions quand on voulait réduire le nombre de parlementaires et introduire la dose proportionnelle, de ne pas être assez battu quand on a parlé des retraites. La réforme de retraite à points, mais elle est exceptionnelle. J'ai été auto-entrepreneur dans ma vie. Quand vous avez une carrière qui n'est pas linéaire, quand j'ai quitté la mairie de Fréjus, je me suis installé tout seul. Mais quand vous avez une carrière qui n'est pas linéaire, dans le système actuel des retraites, c'est un plombage dans votre cursus. La retraite à points permet à ceux qui bossent et qui ont envie de mettre toute leur énergie d'accumuler des points. Et quel que soit le type de carrière qu'ils ont, de pouvoir accumuler des points. Quand il vous manque des trimestres dans le système par trimestre, à la fin, c'est des trimestres qui s'additionnent et des années qui s'additionnent. Alors que quand vous avez travaillé, pour chaque heure travaillée, vous avez accumulé vos points, eh bien, les moments de creux ou de semi-activité, vous pouvez les compenser par les moments que vous avez eu de meilleure activité avant ou d'embellie ou de regain. Prenons le cas des infirmières. C'est très à la mode. Une infirmière qui aurait fait 20 ans dans le privé, puis 20 ans dans le public, à la fin de sa carrière, aura une meilleure retraite qu'une qui aura fait 20 ans dans le public et 20 ans dans le privé. Puisque le compte des dernières années dans un cas ou dans l'autre n'est pas le même. Donc ce régime des retraites était très bien fait. Le changement de régime systémique par points, même Laurent Berger de la CFDT, il avait travaillé avec nous et trouvé qu'il était très bien, il le portait. Mais on a laissé s'installer un deuxième débat à un moment donné, et là c'est un des regrets, on n'aurait pas dû le laisser s'installer. C'est celui de la question du temps de travail. Moi je suis ouvert à ce qu'on parle de la durée hebdomadaire du temps de travail, 35 heures ou pas 35 heures. Je suis ouvert à ce qu'on parle de l'âge pivot pour un départ à la retraite, 60, 62, 64. Mais pour ne pas plomber notre réforme des retraites à point et en finir avec des régimes spéciaux qui s'accumulent, il fallait faire cette réforme. Et reporter la question par exemple de la durée du travail sur le prochain mandat, prochaine élection présidentielle, chacun fera ses propositions, 60, 62, 64, qui dit mieux, je ne sais pas. Mais au moins on aurait fait la réforme par points. Voilà, ça fait partie des regrets. Écoutez Philippe Hesbauer, la cathédrale Saint-Léon a voulu sonner la fin du match. C'est trop rapide, il faut qu'on se fasse des épisodes en série. Merci en tout cas. Comme les interviews de Nixon. Ça m'avait passionné quand j'étais gamin. Merci pour cette interview. Navré de ne pas avoir pu tout aborder. Mais oui, on a abordé beaucoup de choses, mais il en reste beaucoup. Il y a beaucoup de choses belles dans un mandat de député. J'aurais pu parler de tas de combats qui sont les combats de mes collègues qui viennent nous voir et qui demandent la signature, qui vous expliquent, qui disent voilà, alors moi je travaille pour ça. C'est simple, j'ai rencontré, je ne sais plus si c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, nos jeunes SOS médecins de Fréjus, ils sont une dizaine, et ils ont deux problèmes. Un, leurs honoraires qui sont plafonnés, et comme ils ne sont pas médecins traitants, ils n'ont pas le droit au déclassement. Et deuxièmement, des réquisitions qu'ils font qui ne leur sont jamais payées. Quand c'est une réquisition judiciaire pour aller constater un mort, c'est la justice qui paye. Mais quand c'est une famille qui a appelé la police, que la police voit que la personne est morte, qu'il faut appeler un médecin pour venir le constater, et bien souvent les médecins ne se font pas payer par la famille. C'est pas grand chose, 38 €, on ne peut pas demander payez-moi mais en argent quand vous pleurez un mort. Mais quand vous les additionnez à la fin, ça fait un manque. Donc j'ai pris leurs revendications, j'ai trouvé bien. J'ai recherché parmi mes collègues qui se battaient sur cette cause. Et je tombe sur le député qui en a fait son cheval de bataille. Et donc il m'explique tous ces combats. Et à partir de là, je lui dis, tu me mets dans ta boucle. Et lorsque tu vas faire tes amendements lors du vote du PLFSS, projet de loi de finances de la sécurité sociale, tu me mets dans ton équipe. Et moi, je vais monter au créneau avec toi. Plus on sera à en parler, plus on a la chance peut-être un jour de faire bouger le dossier, de faire en sorte qu'ils puissent avoir un dédommagement et ou leurs honoraires qui soient réévalués. Et donc c'est comme ça, c'est des tas de collègues, 577, quelle que soit la coloration politique, qui après le réflexe de groupe, travaillent sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Et là vous tombez sur des gens passionnés qui font un travail remarquable. Mais nous avons bien retenu précisément
que Oui, SRL, faudra- SRL TV était convié à l'Assemblée nationale. Oui. Et Philippe Michel Fesboer Oui, à le suivre toute une journée oui. prochaine. Et j'espère qu'on tombera sur des tas de collègues de tous les partis politiques pour que je puisse vous montrer justement ces combats personnels avec un respect du pluralisme politique. Pour montrer que c'est... Il n'y a pas que du mauvais. On retient souvent le mauvais, les gens aiment bien, mais il y a beaucoup de belles choses qui sont faites et qui avancent grâce à des tas de combats comme cela. Merci en tout cas. Merci à vous, merci d'avoir fait le chemin et d'être venu jusqu'à nous. Magnifique. J'adore. Rappel à l'ordre. C'est un rappel à l'ordre. J'ai été trop long, je suis toujours trop long. Faut que j'apprenne à faire court. Get shorty, c'était ça. Merci. Merci.